Si vous êtes comme moi et que vous cherchez toujours à aller plus loin, alors vous allez adorer. Avec HubSpot, dites adieu aux opportunités manquées. Leur plateforme client unifiée et alimentée par l'IA intègre des logiciels d'engagement client et un CRM vraiment intelligent. Ne me croyez pas sur parole. Découvrez par vous-même comment HubSpot peut accélérer votre croissance en alignant vente, marketing et service client. Rejoignez la révolution HubSpot et rendez-vous sur notre page hubspot.fr/marketingsquare pour découvrir ce qu'on vous a concocté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler stratégie de croissance, on va parler revenus, comment prioriser vos actions marketing pour maximiser le revenu, ne pas partir dans tous les sens, ne pas se laisser aveugler par les vanity métriques, ces métriques qui nous rassurent mais qui ne sont pas de bons indicatifs business. Dorothée Raffray, entrepreneuse et formatrice en growth marketing, est là aujourd'hui avec nous pour nous livrer sa méthode. Salut Dorothée, bienvenue dans le podcast. Hello Caroline, je suis trop contente d'être là. Et ben moi aussi, ça fait pas mal de fois qu'on se croise. J'étais sûre qu'un jour, tu passerais par Marketing Square. J'attendais juste la bonne occasion et merci à toi d'avoir postulé pour faire cet épisode qui va s'adresser aux professionnels du marketing, de la vente. Ça peut marcher à toute échelle aussi pour des solopreneurs. L'idée, c'est d'arrêter de courir plusieurs lièvres à la fois et commencer vraiment à mettre le doigt sur ce qui fait mal, mais ce qui en même temps fait avancer, c'est-à-dire le revenu. Est-ce que tu as remarqué toi aussi que souvent, employés comme entrepreneurs, on a tendance à regarder au mauvais endroit pour se rassurer ou pour esquiver le vrai sujet? Tu l'as dit hyper justement, on veut courir plusieurs lièvres à la fois et du coup, on s'éparpille dans tout ce qu'on fait et du coup, on n'a pas les résultats qu'on veut. Alors aujourd'hui, tu vas nous livrer ta méthode. C'est le mélange de plusieurs acronymes. Pour ceux qui sont familiers du growth, ça va vous rappeler les bancs de l'école. Pour ceux qui découvrent le podcast, restez avec nous. Ne prenez pas peur. Je vous promets, ça fait pas mal et ça ne dure pas longtemps. On va parler des méthodes ARE, OKR et même ICE. Et du coup, tu vas nous donner un peu ta méthodologie, ta tambouille en interne pour pouvoir accompagner, comme tu le fais sur le terrain, des entrepreneurs qui veulent justement maximiser leurs revenus et qui parfois regardent sans faire exprès, mal conseillés ou pas conseillés, au mauvais endroit. À qui s'adresse cette méthode? Plutôt marketeur, plutôt sales? Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir appliquer ce que tu vas nous communiquer aujourd'hui? Alors déjà, ce qui est trop bien avec cette méthode, c'est qu'en vrai, elle correspond à tous les business. Ça marche pour du B2B, ça marche pour du B2C, ça marche pour du mobile. On est presque à la limite de la méthode de gestion de projet et de priorisation. Aujourd'hui, quels sont les résultats qu'on peut attendre de cette méthode? Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que les premiers résultats arrivent hyper vite ou est-ce que c'est un peu comme une stratégie SEO? En fait, c'est la méthode des petits pas et ça peut durer longtemps. Ça dépend un peu de l'état de ton business à partir du moment où tu l'appliques. Si tu es déjà dans des logiques de croissance, que tu as déjà appliqué beaucoup de ces méthodologies-là, est-ce que appliquer ma méthodologie en particulier, ça va changer la donne? Je pense pas. En revanche, ce que je vois aujourd'hui, moi, avec mes clients qui, du coup, ont pas ces méthodologies-là, qui font un peu leur marketing à la freestyle, on a des résultats assez vite. Là, en ce moment, je bosse avec une marque qui s'appelle Familit, qui fait de la livraison de repas à domicile. Et Familit, on a commencé à bosser ensemble il y a 1 mois. Ils ont commencé par faire l'atelier, exactement les méthodes que je vais appliquer. Et au bout de 3 semaines, on a fait la semaine record de vente depuis 1 an et demi. Donc oui, il y a des choses qui s'appliquent très vite, mais ça dépend de l'état de ton business à partir du moment où tu te mets à l'appliquer, en fait. Génial. Tu nous as donné envie de passer à table. Est-ce qu'on peut imaginer un cas fictif, Dorothée, où tu nous amènes quelques mois en arrière quand tu as commencé à bosser avec eux? Par quoi vous avez commencé? Comment vous avez préparé le terrain? Mais carrément, la méthode, elle se découpe en 3 étapes. Ces 3 étapes, elles commencent avec un atelier. Donc, c'est un atelier où, du coup, on va se poser sur ton business. Ton business, il se découpe selon les méthodes gross marketing avec un schéma barbare qui s'appelle ARE. ARE, en fait, c'est les acronymes de acquisition. Comment est-ce que tu fais pour acquérir ton client? Activation. Ça, c'est hyper sous-coté. L'activation, c'est comment tu entraînes ton client à vivre la meilleure expérience possible avec toi. Ensuite, tu as la rétention. Comment est-ce que tu fais pour le faire revenir, le faire acheter, le faire rester plus longtemps? La recommandation. Comment est-ce que tu fais pour lui faire parler de toi? Et le revenu. Comment est-ce que tu fais pour que malgré toutes les actions que tu mets en place, tu augmentes ton revenu, tu augmentes ton panier moyen, ton MRR selon le KPI qui est important pour toi? Quand on prend ce cycle de vie client, en fait, il faut le dessiner sur ta boîte. En gros, dans ta boîte, quand tu dessines le parcours que le client fait chez toi, il va passer forcément par ces 5 étapes. Il va tout le temps faire un peu les mêmes actions. Et le but, c'est d'identifier chez toi quand un client
est considéré comme acquis, quelle action autre que l'achat, parce que c'est trop facile si tu dis, bah oui, un client acquis, c'est un client qui a commandé un panier. Super, ça c'est pas possible. Un client acquis, par exemple pour Family, c'est quelqu'un qui a ajouté au panier un repas, puisqu'a priori, s'il a ajouté un panier, il est dans une intention forte d'achat. Si tu es dans un business B2B, une acquisition, c'est un rendez-vous pris, puisque tu sais très bien que pour vendre, tu as besoin que les gens prennent rendez-vous avec toi. Alors, si tu vends des produits directement online, souvent c'est de l'ajout au panier. Si tu es dans des business plus long terme, souvent c'est du rendez-vous pris. Ensuite, tu as l'activation. L'activation, c'est qu'est-ce que tu peux mesurer comme moment qui prouve que la personne, elle est en train de se dire « Waouh, ce produit, ce service, il me le faut, il me pète la tête ». Ça peut être, je prends un exemple autre que Family, mais je vais donner celui de Family. Par exemple, au cinéma, ce moment où tu te dis « J'ai trop bien fait d'être là », c'est quand le film commence. C'est le moment où tu vois le Goldwyn, le métro Goldwyn, le petit lion qui rugit, genre ça y est, tu vas passer un bon moment. Pour Family, le vrai moment d'activation, c'est le moment où ils reçoivent leur premier panier. Mais c'est pas mesurable de dire on sait pas ce qui se passe quand les gens reçoivent leur panier. Donc le moment d'activation, c'est le moment où les gens commandent un deuxième panier parce que c'est pas un abonnement. Donc pour eux, le signe d'une activation, c'est qu'a priori quelqu'un a recommandé une deuxième fois. Ça veut dire qu'il est content et c'est quelque chose de mesurable. En fait, faut vraiment dans tes actions que tu dessines, c'est qu'est-ce que toi en tant que marque tu peux mesurer. La rétention, c'est pareil. Qu'est-ce que tu peux mesurer comme étant le signe que le client, c'est un client qui est acquis, sur lequel tu as besoin de moins faire d'efforts, sur lequel la période d'activation peut s'arrêter parce que il est vraiment conquis par le service et du coup son comportement va peut-être changer. Typiquement, je reprends Family. Donc Family, je sais plus si on l'expliquer, mais c'est un service de livraison de repas à domicile sans abonnement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour distinguer le moment où on se dit, OK, le client, a priori, il est vraiment satisfait et surtout, il va rester longtemps parce que c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent. Eh ben, on observe chez Family que le montant du panier moyen, il change environ au 4e, 5e panier commandé. Donc, ce qui est important, c'est d'amener les gens au 5e panier. Il y a l'activation au 2e. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour qu'ils commandent au 2e. Et il faut pas relâcher ses efforts jusqu'au 5e. Après, on peut se permettre d'être plus light dans la communication qu'on a avec lui. Comment est-ce que tu fais pour faire tomber quelqu'un amoureux de ta marque, en fait? Dans la recommandation, là, il y a un truc hyper important que moi, je vois. La plupart des gens considèrent que ceux qui vont les recommander, c'est leurs meilleurs clients. Les clients qui te font les meilleurs paniers, qui te font le meilleur chiffre d'affaires à l'année, c'est peut-être pas ceux qui parlent plus de toi. Donc, c'est hyper important de mesurer qui va vraiment parler de toi. Donc, il faut mettre en place des indicateurs comme des NPS, des Net Promoter Score. C'est encore une abréviation américaine. Mais c'est cette question que tout le monde a déjà reçue sur une échelle de 1 à 10, de combien est-ce que vous nous recommanderiez à un collègue ou à un ami? Toutes les personnes qui recommandent 9 ou 10, c'est sur eux que tu dois concentrer les efforts. Et ce qui est impressionnant, c'est que parfois, ceux qui vont te le plus recommander, c'est même pas forcément des clients. Tu peux avoir des prospects qui sont des super ambassadeurs. Si tu as un business sur les réseaux sociaux, tes meilleurs ambassadeurs, ça peut aussi être ceux qui partagent beaucoup de tes publications. C'est des choses qui se mesurent, ça aussi. J'adore ce que tu dis sur les advocates parce que c'est très vrai. Et souvent, on a tendance à créer une corrélation entre les meilleurs clients, donc ceux qui dépensent le plus, entre les clients les plus récurrents, ceux qui reviennent le plus souvent, et ceux finalement qui font ta promotion. Et je te donne un exemple tout bête. Tu vois, on a organisé le premier dîner des créateurs, et du coup l'idée c'est de se retrouver entre créateurs pour dîner, tout ça. Et c'est la personne la plus silencieuse pendant le dîner, qui n'a pas forcément montré son enthousiasme outre mesure pendant le dîner, qui derrière nous a fait la meilleure publicité. Et en fait, c'est marrant, c'est plutôt une question de sociotype. Et tu vas en avoir qui sont très verbeux. Du coup, sur le coup, ils vont te dire qu'ils sont hyper contents, ils vont vivre le moment, mais derrière, ils vont pas penser à te laisser un avis, un commentaire, à te recommander. Et tu vas en avoir d'autres, dans le moment présent, ils sont moins démonstratifs, mais par contre, derrière, ce qu'ils adorent, c'est justement faire perdurer ces moments et devenir ton advocate. C'est assez marrant à quel point de l'extérieur, il y a un nuage de fumée et c'est assez peu prédictible finalement tes advocates et rien à voir effectivement avec le panier d'achat et j'ai adoré que tu le rappelles. Et en parlant de panier d'achat, on passe à l'étape revenu, le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est le revenu, c'est comment est-ce que tu fais pour te pricer correctement et pour augmenter tes paniers moyens, augmenter ce qu'on appelle ton MRR, ton Monthly Recurring Revenue, le revenu que tu peux faire revenir de façon récurrente tous les mois dans ta boîte, qui aujourd'hui est, je pense, la mesure de revenu la plus importante quand on a un business B2B. Et sur un business comme Family, pour eux, ils ont pas d'abonnement, donc ce qui est hyper important, c'est le panier moyen. Donc, on va faire ce qui s'appelle de l'upsell. Comment est-ce que tu fais pour faire que les gens ajoutent au panier? Du cross-sell aussi, tu leur fais prendre un plus gros panier, ou du cross-sell, tu leur fais vendre d'autres produits.
ce qui est hyper important, c'est de mapper, on en revient à dessiner dans sa boîte et de se poser vraiment l'exercice. Si on connaît bien son business, on prend une feuille, un petit tableau et on le note. Si on a une équipe, c'est hyper bien de le faire en brainstorming parce que ça permet aussi que toutes les équipes se rendent compte de, en fait, c'est quoi les KPI importants pour la boîte. Moi, du coup, j'adore, c'est un exercice qui était à la base dédié vraiment au marketing. Et en fait, maintenant, avec certaines boîtes, quand je le fais juste sur ce format-là d'atelier, je leur demande est-ce qu'il n'y a pas des gens d'autres services qui veulent venir parce que ça permet à plusieurs services de l'entreprise de se reconcentrer autour de, en fait, les KPI du business qui nous rapportent de l'argent. C'est ça. Alors du coup, tu dessines tout ça sur ta petite feuille en équipe. L'idée, c'est que tout le monde aussi soit partie prenante parce que ça permet de laisser entendre aussi à tout le monde que ils ont du poids, qu'ils sont décisionnaires. Donc ça, je pense que c'est important si tu veux embarquer les gens dans ton aventure et si tu veux justement les incentiver. Et puis derrière la méthode ART, donc ils donnent leurs indicateurs d'appréciation. Donc, ils vont dire, par exemple, notre indice d'acquisition, c'est ça, de rétention, c'est ça, les signaux, c'est ça. Et puis après, qu'est-ce qu'on en fait de cette feuille? Cette feuille, ça va nous servir de guide de route pour les 2-3 prochains mois, selon la taille de l'équipe. Là, je parle pour des équipes où il y a moins de 5 personnes dans l'équipe marketing. C'est-à-dire que si vous avez moins de 5 personnes, vous n'avez le droit, dans les prochains 2 mois ou 3 mois, vous choisissez votre semaine, de ne travailler à l'augmentation que d'un seul de ces KPI. En gros, c'est de dire, on va concentrer toutes les forces de l'équipe à bosser soit sur le KPI de l'acquisition, soit sur le KPI de la rétention, soit sur le KPI de la recommandation. Et ce qui est assez marrant, c'est que souvent les gens viennent me chercher en me disant « Ah, j'ai envie d'ouvrir de nouveaux leviers, j'ai envie d'entrer plus de clients. » Et quand on regarde juste cette feuille-là, qu'on regarde les actions et qu'on regarde du coup les taux associés, on se rend compte que là où on n'est pas bon, c'est pas forcément l'acquisition. On se rend compte que parfois, il faut d'abord aller bosser la rétention, il faut d'abord aller bosser l'activation, parfois il faut même d'abord aller bosser le revenu avant de se dire on va aller bosser la question, aller chercher de nouveaux clients. Viens, on va d'abord colmater le panier pour être sûr que quand on va commencer à rajouter du volume, il va pas exploser et fuir de partout. Et donc ça, c'est l'étape vraiment de choix de se dire ok, on fait ça. Et derrière, on utilise des OKR pour se dire ok, si je dois augmenter ce KPI, quelles sont toutes les actions qui sont liées à ce KPI que je vais pouvoir mettre en place. Les OKR, c'est le mot américain pour Objective Key Results. Donc voilà, je crâne avec un faux accent anglais. Mais ce que ça veut dire, c'est quels sont les autres KPI secondaires qui, quand eux, ils augmentent, ils font mathématiquement augmenter ce KPI principal. Le meilleur moyen pour les trouver, du coup, c'est d'utiliser ce que j'appelle un parcours client théorique. Je vais prendre l'exemple d'une campagne email parce que c'est hyper clair. Si tu as décidé que ce qu'il te fallait pour toi, c'était d'obtenir des clients via des emails, tu vas d'abord envoyer des emails, puis ensuite, les prospects vont ouvrir l'email. Une fois qu'il a ouvert, il va te répondre, il va prendre rendez-vous, il va venir au rendez-vous. S'il vient au rendez-vous, après, tu vas lui envoyer un devis et seulement après ça, il va le signer et là, bim, t'as un client. Ça, c'est un exemple de parcours client théorique. T'as toujours des exceptions à droite à gauche. Mais fondamentalement, a priori, tous tes clients passent par là. Et donc, tous tes KPI qui te servent à passer d'une étape à l'autre, donc par exemple de passer de j'envoie un email à j'ouvre l'email, c'est le taux d'ouverture de ton email. Passer de l'email est ouvert à je réponds, c'est ton taux de réponse, c'est ton taux de clic. Donc tous ces taux-là, c'est des taux intermédiaires. Et ces taux-là, il faut aussi que tu ailles les mesurer et c'est là où tu vas te rendre compte que le bas blesse. En fait, c'est là où tu vas te rendre compte mon taux d'ouverture, il est que de 20%, alors que sur ma newsletter, peut-être qu'il faudrait que je sois à 40%. Alors, comment est-ce qu'on le sait? On le sait en parlant au marché, on le sait du coup en faisant appel à des experts, en demandant. Il faut aussi un peu se comparer aux métriques de son marché. Mais une fois que tu as ces KPI-là, en fait, ça va te donner toutes les actions à faire. Et du coup, si tu fais toutes ces actions qui, elles, sont hyper concrètes, il faut que j'envoie le bon nombre de mails. Il faut que je fasse grossir ma base email. Donc, s'il faut que je fasse grossir ma base email, pareil, je reprends mes OKR. Pour faire grossir ma base email, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mettre une pop-in sur mon site. J'ai besoin de créer une campagne de pub. Et du coup, tu vas mapper toutes ces actions. Ça va te donner un paquet d'actions dans tous les sens. Et c'est là que tu utilises ICE, du coup, la troisième étape du process. ICE, c'est une matrice de priorisation. ICE, c'est pour Impact, Confidence et Easy to Implement. Et tu vas mesurer chacune de ces actions sur chacun de ces 3 indicateurs-là. Par exemple, je veux ouvrir mon email, donc je vais A/B tester mes objets d'email. A/B tester mon objet d'email. Est-ce que je pense que ça a de l'impact ou non? Et je note cet impact entre 1 et 5. 5, je me dis, ouais, j'ai jamais A/B testé mes emails. Je suis sûre que ça va me permettre de doubler mon taux. C'est 5, c'est sûr. Le deuxième indicateur, c'est la confiance, qu'on va aussi noter entre 1 et 5. Et ça, c'est la confiance que tu as dans le résultat que tu viens de donner juste avant.
En gros, c'est pour pondérer ton impact. C'est de dire, en fait, est-ce que je l'ai déjà fait? Est-ce que je sais le faire? Donc, par exemple, je me dis, en vrai, j'ai jamais AB testé mes emails, je sais pas. Donc, oui, je me dis que c'est un impact de 5, mais ma confiance, elle est que de 3. Genre, j'ai un petit doute. Et derrière, je vais mettre le easy to implement. C'est easy to implement. Est-ce que ça me demande des ressources financières, humaines ou de temps? Pareil, 1 à 5. AB tester des emails, ça me demande 0 temps, 0 argent, et a priori, je sais le faire tout seul puisque c'est déjà moi qui utilise mon outil. Donc ça, 5 sur 5, pareil. Et après, je multiplie. Donc j'ai 5 x 3 x 5. Là, je vais le faire de tête, 5 x 5, 25 x 3, 75. Et du coup, j'ai un score de 75 et je fais ça sur toutes mes actions. Et quand je fais ça, du coup, j'obtiens des scores. Et là, il reste plus qu'à suivre l'ordre et ça te donne ton ordre de priorisation pour les 3 prochains mois. Tu sais que les 3 prochains mois, voilà toutes les actions que tu dois mettre en place. Et ce qui est hyper important avec cette méthode, c'est de se dire que du coup, les autres actions qui ne sont pas dans ce pipe-là, des actions de développement, je parle pas des actions de run, évidemment, le run, t'as pas le choix, l'opérationnel du quotidien, faut le faire. Mais tes actions de développement qui ont vocation à faire croître le chiffre d'affaires de ta boîte, ça veut dire que pour l'instant, tu acceptes de les mettre de côté et de les traiter dans un second temps. Là, je suis arrivée chez Familit il y a 1 mois. Il est venu me chercher en me disant, oui, j'ai envie qu'on ouvre de nouveaux leviers. On a fait ça. On s'est dit, en fait, non. Là, sur les 2 prochains mois, la vraie métrique importante, c'est la rétention. On a mis la prio là-dessus. Là, on a fait la meilleure semaine qu'il a fait depuis 1 an et demi. On est en train de mettre de nouvelles actions en place. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on est en train de dépiler la to-do encore plus vite que ce qu'on pensait. Donc, on va pouvoir passer peut-être à l'acquisition plus vite que prévu. Mais ça permet de se concentrer et de se dire, en fait, comme je mets mon énergie qu'à un seul endroit, mon impact, loi de Pareto, quoi. Je mets 80% de mes efforts à un endroit. J'adore. Merci de nous avoir livré tout ça. Tu nous as expliqué dans un premier temps comment prioriser ses actions. Ça, je pense que les auditeurs en ont bien besoin. C'est l'occasion de faire le premier ménage de printemps. Ça y est, on attaque la période. Ensuite, tu nous as dit comment trouver ses OKR. Et puis, au final, tu nous as appris à faire un scoring avec la méthode ICE. D'ailleurs, Dorothée, est-ce que tu accepterais de nous mettre des petits extraits pour la newsletter pour ceux qui sont en train d'écouter le podcast d'une oreille distraite, les mains dans la vaisselle et qui se disent, ah, mais attends, je sais plus exactement ce qu'elle avait dit. Est-ce que c'est OK pour toi? Évidemment. Alors, l'idée, c'est pas qu'il y ait des infos confidentielles, mais qu'on puisse avoir un peu un aperçu de chaque étape avec tes tableaux à toi. Je pense que ça donnera pas mal d'éléments pour se projeter parce que tu nous as dit B2B comme B2C. Là, on a pris un cas e-commerce et je pense que ça peut être très intéressant de voir ça sur le papier. C'est tout de suite beaucoup moins intimidant que le fameux pire que la feuille blanche, l'Excel blanc, quoi. Évidemment, je te mettrai des petits exemples. En plus, je viens de rebosser le design de mes tableaux, donc ils sont tout jolis. Donc avec plaisir. Oh waouh, il y a carrément des designs de tableaux. Maintenant, j'ai envie de voir. J'espère que vous viendrez nous voir dans la rubrique bonus de l'épisode. Ce sera l'occasion aussi de retrouver Dorothée qui est présente sur de nombreux canaux. Quel est ton canal préféré, Dorothée, pour recevoir des mots d'amour, des déclarations ambiancées, des questions éventuellement sur la méthode ou des sollicitations? Qu'est-ce que tu préfères comme moyen de locomotion? Celui sur lequel je suis le plus réactif, c'est LinkedIn. Merci beaucoup, Dorothée. On se donne rendez-vous sur LinkedIn. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci à tous pour votre écoute. Et puis, comme on dit chez moi, il n'y a plus qu'à. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts. Marketing Square.